En 2022, le marché des CPI, c'est environ entre 10 et 11 milliards de collecte. En 2024, on descend à 4 milliards 5. En 2025, on repasse à 5 milliards, 5 milliards 5. Même si vous y travaillez, mais à accompagner vos clients sur ces aspects-là, on pense souvent à préparer sa retraite trop tard. Et on a traversé cette crise qui était liée à la hausse des taux, tout simplement. Guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux et in fine un impact sur les prix de l'immobilier. Donc il y a eu des grosses décotes. Voilà, faut savoir collecter au bon moment et ouvrir ou fermer les vannes quand bon nous semble. La liquidité, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais ça fait les gros titres dans la presse. Je pense qu'il n'y a pas que le taux qu'il faut regarder. Il faut aussi regarder ce qu'on est capable d'acheter et quel est son effort. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Ramified Tour 2026. Alors ce soir, on a la chance d'être accompagné par Baptiste Bruno. Baptiste, bonsoir. Donc aujourd'hui, on va vous parler SCPI. Baptiste, qui est directeur des partenariats chez Quorum, va nous parler de cette classe d'actifs, ce produit financier que vous connaissez déjà, avec un gros focus sur la partie crédit, parce que pour ceux qui le savent déjà, il y a une offre assez intéressante qui a été proposée par Quorum, très innovante, surtout dans un environnement de crédit qui n'était pas, on va dire, le meilleur pour cette classe d'actifs-là. Et on sait que c'est une classe d'actifs, un produit, de par les loyers et les distributions, qui se prête bien à ce type d'investissement. Donc voilà, beaucoup de belles choses pour ce troisième épisode qui sera centré IMO, en compagnie de Baptiste de Quorum. Baptiste, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à notre audience ? Oui, bien sûr. Alors, ça fait bientôt 10 ans que je suis chez Quorum. Donc, j'ai participé, contribué au développement de l'entreprise qui, elle, a été créée en 2011. Et auparavant, j'étais en banque privée dans un grand réseau après avoir fait un master en gestion de patrimoine à la fac. Et je pense que ça va te parler, le grand réseau bancaire en banque privée. Voilà, je suis resté un petit peu faire quelques armes et puis ensuite une société purement indépendante dont on pourra reparler peut-être un petit peu plus tard. Écoute, avec plaisir. Et peut-être une question complémentaire. Qu'est-ce qui a fait que tu sois resté aussi longtemps ? Parce que c'est pas rare, mais 10 ans, ça se fête. Ouais, ça se fête, effectivement. Je le fêterai cet été. En fait, quand je suis arrivé, on gérait une SCPI. On était 15, j'étais le 15e collaborateur. Et donc, c'est assez passionnant de participer à cette croissance, l'internationalisation avec une ouverture de bureaux dans 6 pays en dehors de la France. On a créé plusieurs véhicules. Ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai eu la chance de devenir associé il y a 4-5 ans maintenant. Et donc, on est encore plus partie prenante, encore plus participant au projet, plus imprégné. Et donc, c'est assez passionnant. Super. Écoute, hâte de rentrer dans le vif du sujet et je te donne la main du coup pour que tu puisses nous présenter l'offre et l'offre de crédit en deuxième lieu. Ok, merci Samy. Ce que je vous propose, c'est le déroulé suivant. On va aller assez vite sur qu'est-ce qu'est une SCPI, même si je pense que c'est important de le rappeler. On va parler du démembrement, on va parler du crédit. Samy t'en a parlé en introduction. Il y a une autre façon également qui est de mettre en place des versements programmés, de réinvestir ces loyers qu'on appelle les dividendes en SCPI, qui n'est pas toujours connu de tous, donc important de voir ce que ça permet. Et puis on finira par revenir un petit peu sur le groupe si le temps nous le permet. Donc sur qu'est-ce qu'est une SCPI, alors c'est un terme un peu barbare, même si il y a eu plein d'articles de presse, positifs ou pas d'ailleurs, sur la SCPI. C'est une société civile de placement immobilier, pour la faire courte. C'est une grosse SCI. En général, une SCI, on fait ça en famille. Là, on va faire ça avec des inconnus et on va confier la gestion du patrimoine immobilier à un gérant. C'est-à-dire que nous, Quorum, que je représente ce soir, ça ne nous appartient pas. On a uniquement un mandat de gestion qui nous est confié par les épargnants. Les épargnants, qu'est-ce qu'ils font ? On le voit à l'écran, ils achètent des parts de SCPI, comme ils seraient associés et auraient des parts d'une SCI. Cette SCPI, elle va acheter des immeubles dans lesquels il faut qu'il y ait des locataires et qui payent un loyer le plus possible et le plus longtemps possible. Ils vont verser ce loyer à la SCPI. Cette SCPI, elle va les reverser aux associés sous forme de dividendes. Alors, on reste sur une nature de revenus qui sont des revenus fonciers et on voit le détail à l'écran de la fiscalité des revenus fonciers avec peut-être une précision dans la mesure où les SCPI Quorum et les SCPI qui investissent en dehors de France vont avoir, alors on ne les choisit pas uniquement pour ça, mais elles vont avoir comme un intérêt fiscal. Encore une fois, ce n'est pas un produit de défiscalisation, mais ce que vous voyez à l'écran, les prélèvements sociaux, ils ne s'appliquent pas sur les revenus fonciers étrangers. Donc ça va redonner un peu d'attrait à des personnes, à des clients, à des contribuables à la fin, qui peuvent
se considérer Mhm. fiscalisé et dans une plus grande mesure ou Surtout pas? que alors, ça dépend des cas, mais surtout que les loyers sont assez fiscalisés. Ils sont considérés comme des revenus complémentaires. Donc, Bah, ça va être effectivement la tranche mm, marginale mm, d'imposition, mm, donc le plus mm, haut mm, mm, niveau de revenus mm, mm, et donc de fiscalité. mm, Donc on prendra un exemple un peu plus tard, éventuellement, notamment sur la partie démembrement, mais on le mm, voit à l'écran, quelqu'un qui serait dans une tranche marginale, terme un peu barbare lui aussi, à 30%, bah, c'est mm. 30% qui vont être dus, plus les prélèvements sociaux, Ouais. si on parle de revenus fonciers franco-français. Mm. Puis il y a plusieurs moyens, ça, tu as commencé à l'évoquer, moi je l'ai redit dans le sommaire, mais on peut les acheter, on va dire, cash, et on va Mm. donc immobiliser son épargne disponible à crédit en démembrement temporaire. Mm. Et puis après, il y a Mm. d'autres moyens. Et peut-être un point intéressant avant de rentrer dans les Ouais. modes d'investissement, c'est toujours une question que j'aime bien poser quand je discute avec des asset managers ou des gestionnaires d'actifs. On avait déjà eu la discussion avec Frédéric, donc Quand il est le venu. fondateur de Quorum, quand il est venu dans ce même studio. Mais donc pour toi, c'est quoi ta lecture du marché de la SCPI qui a eu des petites difficultés de manière générale sur quelques années? Est-ce que ça reprend? De quelle manière? Et surtout, comment est-ce que Quorum a navigué un petit peu ces Ouais. 2-3 années un peu compliquées? Alors effectivement, tu as dit un petit peu compliqué, très compliqué sur le marché dans son ensemble, puisque si on reprend les chiffres qui sont d'un passé assez récent, en 2022, le marché des CPI, c'est environ entre 10 et 11 milliards de collecte. En 2024, on descend à 4,5 milliards. En 2025, on repasse à 5 milliards, 5 milliards 5, 5 milliards 5, je crois, pour être exact. Donc il y a un rebond, il y a un renouveau, mais avec beaucoup de nouveaux acteurs qui se sont lancés justement en 2023, 2024, y compris en 2025. Et nous, on fait partie des nouveaux anciens, parce qu'en fait, on existe depuis, on a lancé la première SCPI en 2012, et on a traversé cette crise qui était liée à la hausse des taux, tout simplement. Enfin, guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux, et in fine un impact sur les prix de l'immobilier. Donc il y a eu des grosses décotes, il y a eu des gros retraits de la part d'investisseurs institutionnels qui étaient présents au sein des SCPI. Et nous, on a réussi à tirer notre épingle du jeu parce qu'on avait limité la collecte entre 2017 et 2023, ce qui nous a permis de ne pas investir avec des rendements trop bas. Donc en achetant avec des rendements élevés, en n'ayant pas d'investisseurs institutionnels, on a pu maintenir la valeur du patrimoine. On a continué à distribuer des loyers relativement importants, maintenir l'objectif de performance dans la durée. Et donc on n'a pas eu ce souci qu'ont rencontré d'autres grands acteurs. Et donc aujourd'hui, le marché, il est tenu par 5-6 sociétés de gestion, quand avant, il était beaucoup plus disparate. Aujourd'hui, il est tenu encore une fois par quelques acteurs qui vont monopoliser 70 ou 80% de la collecte. Donc, il y a les nouveaux acteurs et quelques anciens, puisqu'on est des anciens maintenant, puisque ça fait 15 ans, et quelques anciens qui ont su traverser cette crise et ces différentes crises, puisqu'il n'y en a pas eu qu'une, mais en tout cas les plus récentes. Oui, on l'a vu aussi, on publie le RSCPI tous les 3 mois, et c'est exactement ce que tu dis, une collecte concentrée. Après, le seul bémol pour moi, c'est la partie, les nouvelles SCPI, parce que les toutes nouvelles, elles ont du mal. C'est les nouvelles qui se sont lancées au bon moment, donc 2022, qui ont vu la vague arriver. On citera pas leur nom, mais pour le coup, pour regarder le marché de manière précise, les toutes nouvelles qui se lancent dès maintenant, c'est un peu plus difficile d'arriver dans un contexte comme celui-là. C'est difficile, il faut quand même atteindre une taille suffisante pour aussi rassurer et montrer aux épargnants qu'ils peuvent bénéficier d'une certaine diversification, qui est l'objet de la SCPI. Donc, c'est vrai qu'il faut réussir à la lancer, et une fois qu'on atteint une taille critique, on va dire 500 millions, je ne dis pas que tout roule, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est plus simple. Super. Écoute, très clair, et je te laisse continuer, pardon. Oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, et puis par rapport à ta question, c'est comment se comporte le marché des SCPI et qu'est-ce qu'il faut regarder. Nous, ce qu'on veut illustrer ici, c'est donner quelques critères qu'on va regarder pour investir dans une SCPI. Alors, il y a la performance, effectivement, le fameux PGA dont vous avez peut-être parlé chez Ramify et dans vos analyses. Il y a les rendements, il faut regarder. Donc, pour rappeler le PGA, pour que les gens qui sont pas en fait, ça va être on va appeler ça la création de valeur sur une année, qui va être composée de 2 choses, les dividendes. D'ailleurs, 3, les dividendes issus des loyers et les dividendes issus éventuellement des plus-values
lorsqu'il y a des ventes Mhm. et éventuellement l'augmentation de prix de part. Et on va sommer tout ça en fonction du prix de part pour Mhm. donner une performance globale annuelle Mhm. qui est le nouvel indicateur Mhm. qui est utilisé. Donc ça, évidemment, il faut le regarder. On va regarder également les taux de distribution, donc les rendements qui sont uniquement issus des loyers. Il faut faire attention aussi parce que tu parlais de nouvelles SCPI, celles qui se lancent. Mhm. On l'a connue particulièrement chez Quorum en 2020. On a lancé une SCPI qui s'appelle Quorum Orion. Et en fait, elle a réussi à distribuer une performance à 2 chiffres pour Mhm. sa première année. Et tout simplement parce qu'on a eu la confiance de nos clients et on a réussi à investir plus vite que le délai de jouissance, qui est le Mhm. temps pendant lequel l'associé doit attendre, Mhm. l'épargnant doit attendre avant de toucher son premier dividende. Mhm. Et si le gérant a anticipé la collecte, il va réussir à faire de la surperformance. Donc c'est pour ça qu'au début, quand un Mhm. véhicule est une SCPI, pardon, est plus petite, ça va être plus facile de faire de la surperformance. Et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder dans la durée. La collecte, qui est un indicateur aussi, il faut regarder, c'est ce que tu disais, les nouvelles, il faut regarder si elles collectent pour qu'elles puissent Mhm. investir et se diversifier. Si elles collectent trop, Mhm. dans certains contextes, ça peut être assez négatif. Et c'est ce qu'on disait notamment sur la période 2016-2023, quand les taux étaient très bas, l'immobilier était assez cher, on avait des rendements qui étaient plus faibles. Il faut savoir collecter au bon moment et ouvrir ou fermer les vannes Mhm. quand bon nous semble. Enfin, quand c'est pertinent en tout cas. Mhm. La liquidité, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais ça a fait les gros titres dans la Mhm. presse. Et en fait, la liquidité, elle est liée au fait, en fait, on peut sortir d'une SCPI s'il y a de nouveaux entrants. Ça, c'est dans les SCPI à capital variable. Et elle peut être bloquée quand il y a plus de retraits Mhm. que d'entrées. Il s'avère que quand on est des investisseurs institutionnels au capital, s'ils sortent, ils ne vont pas sortir 20 000, 50 000 ou 100 000 euros comme un investisseur particulier. Ils peuvent sortir à coût de 20, 30, 50 millions d'euros. Et donc là, la liquidité, elle est bloquée. Mhm. Donc ça crée du stress, des inquiétudes chez les épargnants et on ne va pas pouvoir sortir. Donc c'est aussi un critère à regarder. La valeur de reconstitution, c'est la valeur du patrimoine. 2 fois par an à présent, en fait, les SCPI, les sociétés de gestion, doivent faire appel à des experts externes qui vont valoriser le patrimoine et dire, bon, bah là, en fonction des transactions qu'il y a eu sur tel ou tel marché, la valeur de votre immeuble, c'est tant, et voir Mhm. si on est en ligne avec, donc si cette valeur de reconstitution, elle est en ligne avec le prix de la part. Il faut savoir que s'il y a une surcote ou une décote de plus de 10%, donc plus ou moins 10%, le gérant a l'obligation de faire évoluer son prix de part. Et donc, c'est particulièrement important si jamais la valeur de reconstitution elle est trop basse par rapport au prix de part. Ça veut dire que Mhm. on est en train de détruire de la valeur en quelque Mhm. sorte et c'est pas forcément bon signe. Mhm. L'absence institutionnelle, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était en lien avec la liquidité. Ça peut faire des gros volumes de collecte, hein, donc ça peut être très Mhm. favorable et très positif pour les sociétés de gestion dont on fait partie, mais pas forcément pour Mhm. l'épargnant final, parce qu'en fait, on va pas avoir les mêmes intérêts entre un épargnant qui est là pendant 10 ans, Bien 15 ans ou sûr. 20 ans, et un institutionnel qui potentiellement va avoir un comportement plus opportuniste. Et Donc, nous, surtout qu'ils enfin, regardent de plus loin, qui s'il voit que le taux ouais, sans risque, il est à 4 et que l'IMO, il est à 5,5, exactement. il va pas se poser la question deux Non. fois. Il sort, il rentre. Bah oui, Ouais. et souvent il ne Mm. paye pas les mêmes frais Mm. qu'un Ouais. investisseur particulier, donc il va moins se poser de questions. Mm. En effet, Mm. tu as tout à fait raison. Et puis l'utilisation de la dette, faut regarder aussi, bah, comme un particulier qui pourrait avoir recours honnêtement de manière trop importante, bah, la société de gestion avec la SCP peut avoir recours à la dette. Et c'est pas un mauvais signal que d'utiliser de la dette, hein, parce que typiquement, on en utilise de manière assez raisonnable, puisqu'on est autour de 10% en moyenne sur nos 3-4 SCPI d'ailleurs. Mais de manière trop importante, bah, c'est-à-dire que si on a un effet, un recours trop important au Mm. crédit, bah, on a des mensualités qui peuvent être importantes Et et pour ça peut toi, se ce risquer. serait quoi comme ça, même si je sais que chaque cas est différent, mais si Un- tu devais regarder tu vois, un cut où tu te dis là, ça commence à devenir un peu trop. C'est ce qu'on indique à l'écran, à plus Mm. de 30%, je me dis Ok, que c'est beaucoup. C'est-à-dire ok. que typiquement, nous, statutairement, on peut aller jusqu'à 40%, donc on se laisse Mm. pas mal de liberté. Mais historiquement, on n'est jamais monté à plus de 20-25%. Ok. Encore une fois, ça peut avoir de l'intérêt hein, Mm. si la collecte est assez importante et que le gérant arrive à bien l'utiliser et qu'en plus de ça, il peut avoir recours au crédit. Ça a du sens Mm. parce que même si la dette coûte plus cher aujourd'hui, et t'en parlais il y a 2 minutes, la dette coûte plus cher, mais on a des rendements immobiliers qui sont plus Mm. importants aussi. Donc ce Ça, qu'on ça va appelle de pair. Mm. le spread a du sens. Mm. Mm. À manier avec précaution. Le démembrement à présent, on a dit qu'on parlerait du crédit, mais avant on va parler du démembrement qui est un terme un peu barbare. Alors le démembrement, on entend souvent parler quand on est face à une situation de succession, face à un héritage. On va souvent parler de démembrement quand on a, je sais pas, un appartement ou une maison. Et ça va être souvent du démembrement viager, donc le conjoint survivant
va conserver bien souvent l'usufruit et les enfants vont recevoir la nue propriété. Et le démembrement s'éteindra, comme on dit, mais je pense que vous avez fait Mmh. une séance avec un notaire qui l'expliquerait mieux que moi, Mmh mh. mais le démembrement va s'éteindre au décès du dernier usufruitier. Là, Mmh. ce qu'on propose, c'est du démembrement temporaire. C'est-à-dire qu'on va fixer au départ quelle est la durée sur laquelle je veux démembrer les parts, en quelque Mmh. sorte, la durée pendant laquelle je vais accepter de ne pas toucher de revenus. Ça va de 3 à 20 ans. Alors en l'occurrence, on propose de 3 à 20 ans. La moyenne, c'est plutôt entre 5 et 10. Mmh. Et on va obtenir l'usufruit, ça peut être une holding ou une société qui va vouloir placer sa trésorerie. Et le nu propriétaire, ça va être un particulier qui veut préparer des revenus futurs. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas toucher de revenus, donc il ne va pas être fiscalisé. Mmh. La contrepartie de l'absence de revenus, parce que c'est quand même quelque chose de négatif, ça va être qu'il va payer moins cher le prix de sa part. On a pris un exemple à l'écran, une part de Quorum Origine en pleine propriété, comme on dit, donc au prix auquel elle s'achète aujourd'hui, c'est 1135 €. Si un client achète de la nue propriété, donc en démembrement temporaire, il va la payer 737 €. Donc c'est-à-dire qu'il va Mmh. pouvoir acheter plus de parts, mais la contrepartie, c'est qu'il n'a pas de revenus. Mmh. Il va avoir plus de parts qui vont retrouver la pleine propriété, et donc tous les revenus, les dividendes Mmh. à l'issue, pardon, à l'issue du démembrement. Mmh. L'autre intérêt, c'est que pour les personnes qui sont assez fortement fiscalisées, c'est que ça ne rentrera pas dans leur assiette de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Et puis, c'est vraiment préparer des revenus futurs Mmh. pour dans 10 ans, dans 15 ans. Et on va Mmh. prendre un exemple assez concret, parce que c'est l'objet initial de la SCPI, c'est de distribuer Mmh. du revenu complémentaire. Et Mmh. donc, c'est ce qu'on fait avec ces SCPI. Il y a quand même des points à conserver en tête, c'est que quand on s'engage sur des démembrements, les sommes investies sont vraiment isolées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revendre Mmh. quand bon nous semble, comme on peut boursicoter sur des Mmh. portefeuilles ou faire des arbitrages dans les contrats d'assurance vie. Quand on achète un démembrement, on s'engage sur 3 ans, 5 ans ou sur 10 ans. On ne peut pas revendre. C'est En quoi tout le cas, c'est assez maximum, compliqué. la durée Le maximum de maximum, démembrement? c'est 20 ans. OK. C'est 20 ans, en tout cas, c'est ce que l'on voit sur le Mmh. marché des Mmh. SCPI, et c'est ce que nous, on propose sur 20 ans. Et encore une fois, la moyenne, c'est plutôt autour de Mmh. 7, 8, 9, 10 ans. Mmh. En fait, il faut avoir en tête qu'on pense, même si vous y travaillez, mais Mmh. à accompagner vos clients sur ces Mmh. aspects-là, on pense souvent à préparer sa retraite Mmh. trop tard. Mmh. C'est clair. Et donc, Mmh. on le fait quand on commence à avoir un peu de revenus, Mmh. quand potentiellement on a remboursé sa résidence principale. Mmh. Là, on a un petit peu plus de liquidité, de disponibilité. Et là, on y pense vraiment. Et c'est Mmh. pour ça, c'est vers 50, 55 ans. On sait Mmh. qu'on repart à la retraite à 65 ans. Donc là, on va Mmh. partir sur du démembrement Ouais. 10 ans. En tout cas, c'est la situation la Mmh. plus commune. Et qu'est-ce que tu penses parce que je me rappelle qu'une fois, on avait fait une analyse où ça peut être aussi intéressant au lieu de le faire sur 20 ans, de le faire sur plusieurs fois 5 ans. Alors, c'est des situations, des montages qu'on voit et qu'on peut voir proposer. La seule chose, c'est que... Alors, c'est bien parce que ça permet de ne pas s'engager trop longtemps, en tout cas Mmh. moins longtemps. Mmh. La seule chose, c'est quand on va revendre les parts, en fait, on va constater les frais, la commission de souscription. Elle est constatée lorsque l'on va sortir. Et donc, si on se dit que c'est 1135 €, on va récupérer en vendant environ 1000 €. Et donc, Mmh. on peut revenir sur la diapositive précédente, c'est que ça valait 1135, je l'ai payé 737. Là, en l'occurrence, au bout des 10 ans, si je la revends immédiatement, je vais la revendre un tout petit peu moins de 1000 €, 999 € en l'occurrence. Donc, le but, c'est vraiment de générer des revenus complémentaires. Donc, à manier avec précaution. Mmh. S'il y a eu des plus-values qui sont venues compléter la performance, Mmh. on va dire, des ventes d'immeubles chez Quorum, elles sont redistribuées aux pleins propriétaires et aux nus propriétaires. Donc, ça peut faire un complément de revenus et un complément de performance. S'il y a eu des augmentations de prix de part, c'est-à-dire que si la valeur du Mmh. patrimoine a progressé et que le gérant a augmenté le prix de la part, là aussi, ça peut avoir un intérêt parce que ça va absorber la commission de souscription. Mmh. Mais en tout cas, ça me paraît un petit peu plus risqué, Ok. mais ça laisse plus de liberté. Mmh. Donc voilà, il n'est pas possible de vendre pendant la période du démembrement et en revanche, on va bénéficier des revenus à l'issue de cette période-là. Donc quand on dit 10 ans, par exemple, qui était l'exemple que je prenais, c'est 10 ans plus le délai de jouissance. Donc c'est comme si on achetait des parts de manière classique. On a pris un petit exemple ici pour expliquer en fait l'intérêt financier, parce que là, on était assez conceptuel, on va dire. Si j'achète des parts pour 50 000 € en pleine propriété, je vais pouvoir acheter 44 parts. Si j'achète en nue propriété, je vais acheter 68 parts. Donc,
il a pu, là l'exemple en l'occurrence, on a pris un exemple assez classique de Monsieur Durand, il a pu acheter pour 27 000 euros de parts supplémentaires en acceptant encore une fois Mm. de ne pas toucher de revenus pendant 10 ans. Donc c'est un vrai sacrifice, mais sacrifice qui est rémunéré en quelque sorte, et c'est ce qu'on voit à l'écran. On peut aussi le montrer de manière euh, factuelle et en appliquant ces chiffres, hein. On prend l'exemple en pleine propriété que j'évoquais, l'exemple en démembrement, donc en nue propriété. Et donc on voit que on va générer 266 euros de revenus mensuels, et on dit potentiel parce que ce n'est pas garanti. Et via le démembrement, on va générer 411 euros. Donc la différence annuelle, c'est un peu plus de 1700 euros. Donc on peut quand même considérer que c'est pas neutre. 1700 euros de revenus en plus quand on a opté pour le démembrement. Donc quelqu'un qui n'a pas besoin de revenus aujourd'hui, on en parlait, hein, des situations où on a des gens qui sont en activité, qui ont des salaires et peut-être d'autres sources de revenus, qui ne veulent pas alourdir leur fiscalité. Ça peut avoir du sens. Et après, il y a aussi, alors c'est le cas d'une grande majorité, pas forcément tout le monde, mais aussi se dire que mon TMI va baisser après ma retraite, et donc ce sera le moment de recommencer à toucher ces Exactement. Et loyers-là. c'est souvent le cas. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné, et tu as bien raison. Une TMI à 41 quand on est salarié en fin de carrière, on va dire, peut passer à 30 et même en bas de la tranche à 30 dans certains cas. Donc c'est tout à fait juste. On parlait du crédit et c'était l'un des objets de notre discussion, parce qu'on peut acheter des parts de SCPI à crédit. Alors c'est quelque chose qui était très très utilisé dans le passé, en l'occurrence jusqu'à 2022, jusqu'à la fameuse hausse des taux qu'on évoquait. Je crois que le chiffre qui était communiqué à l'époque, c'était qu'environ 40% des souscriptions en SCPI se faisaient à crédit. Et c'est devenu... je crois que les derniers chiffres que j'avais en tête, c'était autour de 10%. Donc beaucoup. Je pense que ça explique la différence entre les 5 milliards et les 11 milliards. En partie, il y a les institutionnels qui se sont retirés, et il y a aussi l'absence, ou en tout cas le moindre recours au crédit. Mais en fait, on a l'habitude de faire financer de l'immobilier locatif, on a l'habitude de faire financer sa résidence principale, et la SCPI, c'est un petit peu moins connu parce que, on peut se le dire comme on veut, ça reste un produit de niche compte tenu des volumes dont on parle, comparé à de l'assurance vie ou à d'autres supports d'épargne. Mais l'avantage, ça va être en fait, de ne pas se soucier, et c'est l'avantage on va dire intrinsèque de la SCPI, c'est de ne pas avoir à se soucier de la gestion des locataires. On parle toujours des soucis qu'on peut avoir avec de l'immobilier locatif. Là, c'est un gérant qui est rémunéré pour ça, en l'occurrence, et qui doit gérer, faire en sorte que le locataire qui occupe l'immeuble paye son loyer et reste le plus longtemps possible. On en a eu plusieurs des clients comme ça qui, au bout de 3 apparts, se disent stop, je peux plus. C'est effectivement souvent comme ça qu'ils arrivent à la SCPI. Donc voilà, donc ça permet aussi de garder son épargne disponible. C'est-à-dire que si j'ai recours à l'emprunt, le cash, l'épargne dont je disposais, je vais pouvoir le placer autrement. Et j'imagine que ton équipe et toi, vous aurez des solutions pour ça. Et puis, c'est avoir des revenus assez récurrents et assez réguliers, parce que quand on achète des SCPI, contrairement à un appartement, là, on achète des centaines d'immeubles et donc des centaines de locataires. Donc on va se diversifier, et on est censé minimiser son risque. On a pris quelques exemples aussi assez précis, et là, ce qu'on affiche à l'écran, c'est quelque chose qu'on a lancé ensemble très récemment, un partenariat entre Quorum et United et Ramify. C'est une solution de crédit qui n'existait pas encore sur le marché, et qu'on a développé, qu'on a lancé très récemment, avec des taux plus attractifs que la moyenne et une durée assez courte en revanche. Alors il y a d'autres solutions, hein. Quand on fait de l'immobilier, souvent on envisage ça sur 20 ou 25 ans. Là, on peut faire de la SCPI sur une durée plus courte, et on prendra un exemple chiffré. Alors, les conditions, c'est entre 6 000 et 50 000 euros, entre 1 et 7 ans. Et l'avantage, on va dire, c'est que on va avoir une réponse très rapide. On peut aussi, quand on fait un dossier de financement, un dossier de crédit avec sa banque, on peut constater, et pour le coup, c'est factuel, il n'y a aucun parti pris de ma part, quelques lenteurs. Je peux te donner notre retour d'expérience. Nous, donc on en faisait un petit peu, même si ça n'a jamais été notre cœur de métier, quand les taux étaient intéressants. Mais le problème, c'est que les taux sont passés de 2,5, 3 à 5, voire des fois plus. Le dossier, c'est 15 allers-retours par mail avec le courtier pour trouver la meilleure offre, pour réupdater le dossier. Et en plus de ça, on avait des offres qui étaient adossées à l'ouverture d'autres produits
Ouais, qui n'était pas ce conditionné. qu'on voulait nous, mais Mhm. que les clients étaient obligés d'ouvrir pour pouvoir avoir accès à cette Ouais, offre-là. Donc, ok. c'était vraiment des offres qui, au-delà du taux, étaient très lourdes opérationnellement, pas claires, pas transparentes. Ouais, difficile à mettre en Mm, place et mm. qui C'est pour pouvait ça qu'on a générer. arrêté. Ok, Mm, carrément. mm, Ok, donc là, c'est quelque mm, chose qu'on a lancé. On a une réponse, en l'occurrence, en quelques minutes. mm, Et c'est United qui va analyser les flux sur les mm, comptes du client et qui va dire si oui ou non ils peuvent accepter de prêter. Et donc, ça se fait assez vite. Et ensuite, c'est United qui débloque les fonds sur le compte de la mm, SCPI. Alors, 1 à 7 ans pour un particulier, ça peut paraître assez court, mais là encore, on a des situations pour certains clients et mm, on peut prendre deux situations que l'on rencontre nous depuis qu'on a lancé cette offre. C'est des clients qui sont assez jeunes, mm, qui sont actifs, qui ont déjà des revenus, mais qui ne veulent pas s'engager sur l'achat d'une résidence mm, principale parce que bah, ça nécessite un peu d'apport ou même mm, beaucoup d'apport, mais qui ont néanmoins cette capacité d'épargne. Alors, il y a mm, plusieurs solutions, mais il y a aussi cette solution avec United de se dire bah, je le fais sur 5 ans, je vais avoir un effort d'épargne assez important mensuellement, mais je vais me constituer du capital. mm, Et donc, c'est une façon de se constituer du capital et d'avoir un peu l'effet de levier du mm, crédit. Et puis l'autre catégorie de clients, c'est les mêmes personnes dont on parlait tout à l'heure, qui ont potentiellement une cinquantaine d'années, qui veulent préparer des, des revenus futurs, donc des compléments de revenus mm, pour la retraite. Et là, ils ont cette capacité d'épargne. Ils n'ont pas forcément le capital au départ, contrairement au démembrement où il faut avoir un peu de mm, capital au départ. Donc, ils n'ont pas ce capital, mais ils ont une capacité de remboursement. Ils ont fini, encore une fois, de rembourser éventuellement certains prêts. Et donc, dans leur cas, bah, ça peut être intéressant, mm, mm, même très intéressant, parce qu'on va le faire de manière progressive. Et on prend un exemple qu'on affiche là à l'écran. Un investissement de 25 000 euros. En l'occurrence, je rappelle qu'on peut faire entre 6 et 50 000 euros. Donc 25 000 euros sur 7 ans. On a les mensualités du crédit. Donc sur 7 ans, je rappelle que le taux, c'était 3,90. On a les mensualités de crédit qui s'élèvent à 341 euros. Et le revenu potentiel, sachant que le revenu potentiel, encore une fois, c'est basé sur les 3 dernières années de performance. Là, on a pris la SCPI de Coram Origine et on prend 108 euros. C'est plutôt la fourchette basse, mm, mais je préfère annoncer ça mm, qu'avoir une mm, mauvaise surprise le jour où il faut compléter on va dire le remboursement, mais ce qui veut dire qu'on va se constituer en l'espace de 7 ans un capital de 25 000 euros en faisant un effort d'épargne, en l'occurrence, un effort de 233 euros par mois. mm, Voilà, ce 108 euros, on indique partout qu'il est potentiel parce qu'encore une fois, ce ne sont pas mm, des produits garantis. Néanmoins, si je prends Corum Origine, ça fait 14 ans qu'elle distribue des loyers et 10 ans maintenant qu'elle distribue des loyers mensuels. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut peut-être noter quand même, c'est que il n'y a pas de différé sur cette offre de crédit. Donc si on fait 25 000 euros, on va commencer à rembourser le mois suivant les 341 euros. ok, Sur les intéressant. CPI, on Mm, a un délai de jouissance. mm, En l'occurrence, sur les CPI Corm, il est de mm, 5 mois. Donc, dans le montage, mm, il faut prévoir mm, d'immobiliser une petite mm, partie de trésorerie, on va dire, pour faire face mm, à ces premiers remboursements et être tout à fait transparent. Ça, c'est sur une durée courte avec un taux qui est celui qu'on affichait juste ici, donc de 3,90 à partir de 6 ans, qui est un peu plus bas. On a un simulateur et tu l'as également, donc c'est des choses avec lesquelles vous pouvez jouer ou en mm, tout cas mm, pouvez poser des hypothèses. On a pris un autre exemple et là, on est sur un montant plus important et sur une durée plus longue, ce qui se fait, on va dire, de manière plus classique mm, en immobilier. En l'occurrence, on a mis 100 000 euros sans apport. Et là, on voit qu'il y a des mensualités de crédit qui sont de 593 euros, donc on est quasiment à 600 euros, mais des revenus qui sont quasiment de 430, enfin, ils sont pas quasiment, ils sont de 433 mm, euros. On a un effort de 160 euros par mois. Donc, je sais que on a je pense, plein de clients communs qui ont l'habitude de faire des versements programmés mm, mm, sur des contrats assurance vie, même sur des mm, PEA ou autres supports. On peut le faire aussi. Alors, c'est de l'immobilier, hein, donc l'objectif est pas tout à fait le même. À la fin, c'est quand même de percevoir des revenus. Mais à partir de 160 euros par mois, on peut acheter 100 000 euros de SCPI. Alors, le taux, là, ici, c'est celui qui est affiché, hein. En l'occurrence, avec un partenaire bancaire de Corum, tu disais 5 voire 6%. mm, Effectivement, on est sur un taux élevé qui est de 5,15%. mm, Et donc, on a été habitué, toi et moi, mm. je pense qu'on a grandi avec des taux extrêmement Ouais. bas. On entendait des clients autour de nous, Mm, des gens acheter leur résidence principale mm, avec des taux à moins de 1%. Donc ça fait presque un choc. mm, Mais en l'occurrence, on voit que malgré ce taux, bah, on a un effort d'épargne qui est
qui est assez raisonnable ou relatif. Et donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas que le taux qu'il faut regarder. Il faut aussi regarder ce qu'on est capable d'acheter et quel est son effort. Bien sûr. Voilà. Et donc, on va se créer du patrimoine grâce à. Et cette offre-là, elle est disponible en ce moment aussi. Elle est également disponible. Effectivement, on a mis l'accent sur United parce que c'est la nouveauté et qu'elle est assez souple, elle est digitale, on a une réponse très rapidement. En quelques minutes, on sait si oui ou non son dossier est accepté. Là, c'est un process un petit peu plus long où il faut monter un dossier, ça nécessite plus de pièces et c'est un dossier plus long. On s'engage sur 20 ou 25 ans. Enfin, ça peut être moins, mais la plupart du temps, c'est 20 ou 25 ans. Mais c'est aussi une solution. On voit que malgré le taux, il y a un intérêt à avoir recours au crédit pour se constituer du patrimoine. Voilà. Okay. Et donc, il y a une autre solution, parce que là, depuis tout à l'heure, ce qu'on essaie de voir, c'est comment on achète, comment on finance un investissement immobilier dans des parts de SCPI. Donc, on a évoqué la nue propriété, qui va nécessiter un peu de capital au départ. On a parlé du crédit, qui va nous engager, que ce soit sur 7 ans avec l'offre United ou sur 25 ans avec une offre bancaire, on va dire, plus classique. Mais donc, ces deux solutions, en fait, elles sont, moi, je trouve hyper intéressantes personnellement, mais elles nous engagent. Le démembrement, ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas vendre pendant X années, pendant la durée choisie au départ. Le crédit, c'est pareil. Le crédit nous engage. Là, les deux... Enfin, sur les chiffres qu'on va projeter, sur l'option que je souhaitais présenter, c'est des choses qu'on peut mettre en place et arrêter à tout moment, qui sont le réinvestissement des dividendes et les versements programmés. On a parlé de versements programmés il y a quelques instants. On a l'habitude de faire des versements programmés en assurance vie, encore une fois, sur des PEA, même sur des PER, évidemment, parce qu'on sait à peu près le solde qu'on peut utiliser chaque année, donc on peut le programmer pour ne pas avoir à faire un effort de trésorerie en fin d'année pour combler l'utilisation des différents plafonds. De la même façon, en fait, on peut se dire, j'ai un peu de capital ou même pas du tout, mais j'ai une capacité à épargner tous les mois. Et donc à me constituer de l'épargne. Et donc on va venir acheter des parts de SCPI tous les mois de manière automatique. C'est-à-dire qu'il y a un prélèvement, comme pour tout autre support d'épargne. On va venir prélever tous les mois le montant entre 50 et plusieurs centaines d'euros éventuellement. Et on peut également réinvestir les dividendes. Alors c'est quelque chose qui est un peu particulier qu'on a lancé. On était les premiers à le lancer en 2017, enfin janvier 2017 de mémoire. En fait, la SCPI... Elle distribue normalement et est terminée. Enfin, elle distribue ses revenus et est terminée, si je puis dire. Là, en fait, on permet aux associés, donc qui sont les épargnants, on appelle ça des associés parce qu'ils sont associés de la structure, de la SCPI. On leur permet de réinvestir les dividendes tous les mois et donc de créer des nouvelles parts, des nouvelles fractions de parts qui vont venir augmenter le patrimoine de l'épargnant, qui vont venir augmenter le nombre de parts. Avant d'être fiscalisé dessus ou après ? Ça serait trop beau. Ouais. Ça serait trop beau parce que alors ce que tu évoques, ça pourrait être dans le cadre de l'assurance vie, mais c'était pas l'objet ce soir. Mais c'est possible aussi via l'assurance vie. Là, on va quand même être fiscalisé. Après, on l'a dit en introduction, on a une fiscalité qui est un petit peu plus légère. Et puis, on va surtout réinvestir entre 1 et 100%. C'est-à-dire que si je me dis que je suis sur une TMI, environ une tranche marginale d'imposition à 30%, les CPI qui vont investir à l'étranger vont payer un impôt à l'étranger pour le compte de l'épargnant. Cet impôt, il est de l'ordre de 20%. En l'occurrence, on est entre 18 et 20, mais je préfère toujours dire 20 pour éviter d'annoncer une mauvaise nouvelle. On prend 20%, on va avoir un complément d'impôt à payer en France qui va être environ de 10-12% en fonction de sa situation. Là, j'ai pris l'exemple d'une tranche marginale à 30%. Et bien, on peut se dire, je ne réinvestis pas 100% de mes dividendes, mais je réinvestis, je ne sais pas, 80, 90, 70%. Parce que je ne vais pas faire d'effort d'épargne, c'est-à-dire que je ne vais pas piocher dans mon épargne pour payer l'impôt. En revanche, ce dont je n'ai pas besoin, je le réinvestis et finalement, ça va créer des nouvelles parts qui vont créer des revenus supplémentaires, etc. etc. Donc là, on a pris un exemple assez simple, sur 10 ans. On investit 10 000 euros, mais ça peut être même ça peut être le prix d'une part, donc ça peut être 195 euros pour Quorum XL, par exemple. Mais j'investis 10 000 euros, je mets en place un versement programmé de 100 euros par mois. En moyenne, on doit être autour de 250 euros, je crois, parmi nos clients. Mais on met 100 euros par mois et je réinvestis 100% de mes dividendes. La performance dans l'hypothèse, elle est tenue. En l'occurrence, ce point-là n'est pas garanti, mais néanmoins, c'est l'hypothèse qu'on retient. Et donc, ces 10 000 euros sont devenus un peu plus de 31 000 euros au bout de 10 ans, avec un effort
relatif, on va dire. Alors, il faut être en mesure d'épargner 100 euros par mois, mais on ne parle Mm. pas de sommes colossales. Et ce qui est intéressant dans ces solutions-là, dans ces deux options, c'est que, en fait, on n'est pas engagé. C'est-à-dire que si on le fait pendant 3 ans ou même pendant 2 ans, mais qu'on veut arrêter parce que justement on a Ouais. un autre projet Mm. ou des revenus qui ont varié, on ne s'engage pas. Mm. Donc il y a la fiscalité que tu évoquais, qu'il faut intégrer, mais il y a Mm. la liberté derrière et le fait de ne pas être engagé comme sur un crédit ou comme sur du Mm. démembrement. Mm. Donc c'est une solution qui a son sens et qui rencontre un certain succès. En l'occurrence, ça fait 10 ans qu'on l'a lancé. Donc on a un petit peu on peut regarder un petit peu dans le rétroviseur Mm. et ça fonctionne très bien. Et notamment pour les clients plus jeunes, Mm. parce que c'est une façon d'épargner régulièrement. Voilà, on n'a pas toujours du capital et un montant Très clair. important à épargner Mm. en une Très fois. clair. Est-ce que c'est possible de le faire en démembrement? Non, Ok. non, on le fait pas en Mm. démembrement. Ça serait pas très très compliqué techniquement. Et je vois ce que tu entends. Ça évite déjà, ça permet d'aller des cotes Mm. sur le prix de part et ça permet de s'éviter la fiscalité Mm. aussi. Le plus dur, Euh, je pense, c'est de gérer les sorties. Parce que si ouais. tu as des sorties tous les mois, c'est compliqué. Mm. Après ça c'est cadré. C'est juste que, enfin, l'autre aspect, c'est que chez Quorum, techniquement on saurait le faire. Mm. Techniquement on saurait le faire, mais l'usufruit, on ne le propose pas à des investisseurs institutionnels. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas un investisseur qui dit j'achète pour 10 millions d'usufruits, Ok. là en l'occurrence au mois de février. Mm. On propose ça à nos partenaires, dont Ramify fait partie. Vous pouvez proposer l'usufruit qui va être acheté bien souvent par des holdings patrimoniales, Mm. qui va être acheté par des SCI, donc des Mm. sociétés civiles immobilières qui payent l'impôt sur les sociétés. Là, il y a un intérêt. Et donc, le fait de ne pas vendre à un investisseur institutionnel, il est possible que si j'ai un dossier que je reçois, Mm. en l'occurrence, au mois de février, c'est le 28 février, si je reçois un Mm. dossier le 28 février, sur 13 ans, et ben, potentiellement, j'aurai peut-être pas l'usufruit en face, de Ouais, manière ouais. certaine. Mm. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça va créer des décalages. Mm. Et en fait, et on ne veut pas proposer à des investisseurs institutionnels parce qu'encore une fois, pour nous, investisseurs particuliers et institutionnels ne font pas bon ménage Mm. dans le même véhicule quand, en l'occurrence, là, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de l'immobilier. Mm. Quand c'est quelque chose qui est extrêmement liquide, Ouais. on n'a aucun problème avec ça. Mm. Sur ce type d'investissement, ça nous pose un problème. Donc c'est pour ça qu'on ne propose pas l'usufruit des institutionnels. Ouais, je comprends. C'est aussi ce qui explique l'idée qui était la tienne et les questions qu'on se pose de temps en temps, parce qu'effectivement, en tout cas, dans mon cas perso, c'est quelque chose que je ferais Mm. assez volontiers, de la nue propriété, pardon, de manière récurrente ou mensuelle. Euh, on veut parler un petit peu de Quorum. Bien sûr. Quelques chiffres. Mhm. Le but, c'est pas de noyer les participants de chiffres, mais qui on est. On est une société, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on est une société indépendante. Donc capitalistiquement, on n'appartient pas à un fonds d'investissement, on n'appartient pas à un grand groupe de banques assurances. Chiffre dont on est le plus fier peut-être, ce sont les 152 000 épargnants qui nous font confiance depuis certains depuis 14 ans. Et c'est ça dont on est le plus fier. Après, il y a presque 10 milliards d'épargne gérée, c'est un peu plus de 7 milliards et demi en immobilier, 2 milliards sur la partie obligataire dont on ne parle pas ce soir, et les 7 bureaux dans le monde, et essentiellement en Europe. Et en fait, le but, quel est-il? C'est de maîtriser toute la chaîne immobilière, tous les métiers de l'immobilier, c'est que ce soit de la recherche de l'immeuble à sa visite et son Mm. analyse technique, jusqu'à Sa gestion. l'acquisition, ensuite sa gestion, la gestion du locataire, et jusqu'à la revente, on en parlera après. C'est des choses qu'on a voulu internaliser, donc qui ont un coût, mais on n'a pas voulu l'externaliser pour garder la main Mm. et avoir la connaissance fine de nos locataires qu'on considère comme nos deuxièmes clients finalement. Nos clients sont ceux d'abord qui confient leur Mhm. épargne, et ensuite il y a les locataires. Et si ils sont bien traités, ils resteront dans l'immeuble et ils continueront à payer un loyer, et ce le plus longtemps possible. Mm. Donc c'est important pour nous d'avoir internalisé cela, parce qu'il aurait été facile de faire appel à des intermédiaires qui vont faire le job pour nous, acheter les immeubles, ensuite les gérer, mais derrière on a moins la main et Mhm. on n'a pas la connaissance, et ça nous pose un vrai problème. Et l'exemple du Covid en 2020 et 2021 est un bon exemple, parce que le fait d'avoir eu cette gestion internalisée a permis des discussions en direct avec les locataires, et donc de trouver des solutions dans certains cas, ou dans d'autres se montrer un peu plus dur Mhm. quand c'était de l'opportunisme pur, on va dire. Mhm.
Ça, c'est donc les SCPI. Donc, on parlait de grandes et petites SCPI. Donc, Quorum Origin, qui est la première historique, c'était la première à aller investir en dehors du marché français. Elle a investi en Espagne en tout début 2013, donc juste après la crise de la dette européenne. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais l'immobilier avait souffert aussi à ce moment-là, et notamment l'immobilier dans le sud de l'Europe. Donc c'est l'historique, on va dire, qui a un objectif de 6%, et qui l'a tenu depuis 14 ans, comme on l'indique à l'écran. Quorum XL, qui est la SCPI, on va dire, internationale, qui va aller investir en zone euro, mais aussi en dehors de la zone euro. Et de manière opportuniste aussi, elle a investi par exemple au Royaume-Uni après le Brexit, parce que le Royaume-Uni avait souffert du Brexit, l'immobilier avait souffert, la devise, donc la livre sterling avait bien baissé également. Donc on va aller chercher des opportunités où on va essayer de coupler l'intérêt immobilier et l'intérêt devise. Ce qu'on a fait par exemple au Canada il y a il y a 3 ans, 3-4 ans maintenant. On a investi au Canada parce que le dollar canadien avait un peu souffert, l'immobilier aussi, et donc on avait saisi une opportunité. Quorum Orion, qui est plus récente, qu'on a lancée en 2020, qui est une SCPI plus, on va dire, patrimoniale. Alors le terme, on l'aime pas trop chez Quorum, mais elle va investir dans les grandes métropoles en Europe. Donc elle pourra accepter d'acheter avec un rendement un petit peu plus bas. En l'occurrence, elle a quand même acheté l'année dernière avec plus de 7,60 de rendement, qu'on appelle un rendement acte en main. Mais elle achetait avec un rendement un peu plus bas dans les grandes métropoles, et donc avec un risque d'avoir des immeubles qui soient très peu vides, qui soient le plus souvent occupés. En l'occurrence, cette SCPI, on l'a lancée en 2020. Je crois que ce qu'on appelle le taux d'occupation, donc c'est la proportion des locataires qui paient effectivement un loyer. On est à plus de 99,9%, alors qu'elle a été lancée en 2020. Donc ça prouve qu'il s'est passé des choses pendant toutes ces années, et ces quelques années. Et il y a eu évidemment des discussions, des départs, des négociations. Et malgré tout, elle affiche un taux d'occupation hyper élevé, qui est un des critères que j'évoquais en introduction. Et puis la dernière, qu'on a lancée il y a un petit peu plus d'1 an, qui est Quorum USA, donc qui va investir, comme son nom l'indique, aux États-Unis. On voit que celle-ci est plus récente, et on le voit par rapport à sa taille qu'on affiche à l'écran, 70 millions d'euros, qui vient vraiment en diversification. Et l'idée, c'était de se dire, je pense que je vais rien t'apprendre, mais avoir une diversification dans son allocation, dans son patrimoine financier, on va le faire tous les jours. On va aller chercher des indices américains, on va aller chercher des sociétés américaines qu'on va mettre dans son portefeuille, dans son contrat d'assurance vie. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de solution pour investir en tant que particulier sur le marché américain. Donc, on a voulu apporter démocratiser finalement l'investissement dans l'immobilier américain, avec un immobilier qui a souffert, et peut-être même plus qu'en Europe, parce que les taux restent élevés aux États-Unis, et donc l'immobilier souffre encore. Le recours à l'endettement, au crédit, au levier des grands investisseurs, il est plus compliqué, parce qu'on en parlait, les taux sont plus élevés. Et donc nous, on arrive avec une capacité, on va dire, à payer cash certains investissements. Et c'est ce qu'on a commencé à faire à New York, en Californie, au Texas. Et puis là, il y a d'autres États qui vont être dans lesquels on va investir prochainement. Voilà. Et puis peut-être voilà, ça c'est les rendements. Alors en l'occurrence, ce sont les rendements 2025. On affiche également le TRI. On voit, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeunes SCPI, tu disais qu'elles pouvaient afficher, enfin elles avaient une taille, on va dire, raisonnable, et des taux de rendement, enfin des rendements très élevés. En l'occurrence, c'est le cas de Quorum USA, hein. On remet l'objectif de 4,5%, et elle a délivré une performance de 7,70, parce qu'en fait, on a su, on va dire, anticiper la collecte, investir, et donc créer de la surperformance. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Faut être capable de prendre le risque au départ, parce que on parlait des néo-SCPI, quand elle fait 10, 15, 20, 30 millions, faut avoir confiance au gérant, et regarder si le gérant est capable de faire son travail, et de le faire, on l'espère, correctement. Et puis voilà, après les 3 autres SCPI qui sont un peu plus anciennes, puisque Quorum Origin, ça a été créé en 2012, Quorum XL en 2017, et Quorum Orion en 2020. Donc celles-ci, elles sont un peu plus établies, parce qu'il y en a une qui fait plus de 3 milliards, l'autre plus de 2 milliards, et l'autre qui fait 1,5 milliard aujourd'hui. Donc voilà.
Ça, c'est le rendement. On peut peut-être s'attarder un tout petit peu sur, par exemple, le 6,50 de Quorum Origin. Mm. Le 6,50, Bah, ça me permet Ouais, de prendre un peu d'avance sur une des questions, parce qu'une des questions portait sur la différence entre XL et Origin. ouais. Donc, c'est une personne qui paraît très, très heureuse du rendement d'Origin, un peu moins de XL, et voulait voir s'il y avait des éléments d'explication, de mise en contexte. Alors il y a plusieurs éléments. En fait, Quorum Origin, elle est plus ancienne, donc elle a été créée en 2012. Elle a pour objectif de délivrer du 6%. Mhm. Et c'est ce qu'elle a fait depuis sa création. Même en 2020, Mm. en 2020, on a réussi à distribuer tout juste 6%, mais elle a fait 6%, et certaines années, elle allait même au-delà des 7%. Ce 6,50, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette question, parce qu'il y a une partie qui est liée aux plus-values. C'est-à-dire que si je prends le rendement uniquement issu des loyers de Quorum Origin, on est à 5,93. D'accord, 5,93%. La différence, elle s'explique par les ventes qu'on a pu réaliser en 2025 sur Quorum Origin. On a été assez actifs au niveau des ventes et au niveau des plus-values. C'est-à-dire que quand on fait une vente et qu'on arrive à dégager une plus-value, il y a des frais sur la plus-value qui sont pris par la société de gestion, mais la plus-value est redistribuée aux épargnants et le capital, lui, il est réinvesti. Il s'avère que ça fait 2-3 ans où c'est pas forcément très aisé de faire des ventes, mais on a quand même réussi à le faire et on réinvestit dans de bonnes conditions parce qu'on réussit avec des rendements assez élevés. Dans un marché un peu plus compliqué, et puis potentiellement avec une durée de bail qui va être plus longue. Donc, on va potentiellement sécuriser la SCPI. Donc ça, c'est ce qu'a fait Quorum Origin l'année dernière. Quorum XL, elle n'a pas fait de vente l'année dernière. On s'apprêtait en fin d'année à réaliser plusieurs ventes. Et selon nous, la fenêtre, elle n'était pas optimale. Parce que on a eu des prix et des valeurs de patrimoine qui ont bien progressé en 2025 sur Quorum XL, que ce soit en zone euro ou en dehors de la zone euro, comme le Royaume-Uni, comme la Pologne, comme le Canada. La seule chose, c'est qu'on a dit qu'on voulait coupler, au moment où on entrait sur un marché, on voulait coupler la fenêtre immobilière et la fenêtre devise. C'est vrai que sur la devise, ça a été moins favorable l'année dernière parce que la livre sterling, elle est passée du 1er janvier 2025, on était autour de 1,21 et on a fini au 31 décembre à 1,14. D'accord, donc ça n'a pas été très porteur et on aurait pu faire des ventes et dégager des plus-values et avoir un rendement plus élevé. Mais cette évolution du change, de la devise, n'était pas forcément. Ça rendait pas la vente et les sessions très pertinentes. Donc on a préféré attendre. Je sais qu'il y en aura cette année et potentiellement avant la fin du premier trimestre. Donc il y a des choses où on avait des plus-values latentes et on a préféré attendre un peu plutôt que de se précipiter en quelque sorte et de ne pas maximiser la plus-value. Et donc, encore une fois, en ayant en tête cette évolution de la devise, ça fait bientôt 9 ans qu'on vit avec une SCPI qui est vraiment purement internationale. Elle n'investit pas en France, elle investit partout en Europe et au-delà. Dans des pays où, on va dire, dont l'économie est assez mature. Hein. J'ai parlé de la Pologne, on peut parler de la Norvège, on peut parler. Au Canada, tu disais? On est allé au Canada également, peut-être qu'on va retourner au Canada d'ailleurs. Mais en fait, on est rentré progressivement sur ces marchés, ce qui a permis de lisser. Comme quand on fait des versements programmés, hein, ce qui a permis de lisser le point d'entrée. Et donc, malgré les évolutions favorables ou défavorables, comme c'était le cas l'année dernière, de tenir l'objectif de 5%, qui est le rendement issu des loyers. Et après, à nous de faire notre travail de gérant pour créer de la valeur et générer des plus-values en faisant des ventes. Mais pour ça, il faut que les deux fenêtres, encore une fois, coïncident. Et ce n'était pas forcément le cas l'année dernière. Donc il y en aura cette année. C'est une certitude. Mais c'est pour ça qu'on a un rendement qui est un petit peu plus faible sur Quorum XL. Très clair. Écoute, ce que je te propose, sauf si tu as encore... Non, c'était un point, et en l'occurrence, le thème initial, c'était comment on investit dans de la SCPI, mais j'en profite quand même pour évoquer les quelques points qui distinguent Quorum. On a parlé d'opportunisme un petit peu avant sur les acquisitions, d'aller investir à l'étranger, sur différents marchés, avec une connaissance locale de ces marchés. Et il y a un sujet et un point qui nous distingue de certains de nos confrères et de l'ensemble de nos confrères, c'est d'être actif au niveau des ventes. C'est-à-dire qu'historiquement, un gérant de SCPI, il achète un immeuble, il va conserver l'immeuble tant qu'il y a un locataire qui est capable de payer un loyer. Parce que quand le locataire paie un loyer, le gérant a une commission de gestion, comme une société de gestion locative à qui tu pourrais confier un appartement. Nous, on préfère se dire, en fait,
si j'ai tiré le meilleur profit de cet immeuble, Mm. bah, je vais m'en séparer parce que bah, je vais pouvoir, en l'occurrence, le terme est un peu barbare, mais je vais pouvoir cristalliser la valeur et la rendre aux épargnants Mm. et potentiellement réinvestir dans de bonnes ou dans de meilleures conditions, Mm. ce qui est le cas, ce qui est le cas en l'occurrence depuis 3 ans. Donc, c'est ce qu'on a tendance à faire. Parfois, ça peut permettre d'évacuer un risque. On a parlé de taux d'occupation tout à l'heure. On peut avoir des immeubles sur lesquels on a une vacance, donc on n'a pas de locataire, de manière un peu structurelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas des génies, on peut faire des erreurs. Et je pense que ça, on peut tous se le dire. L'année dernière, par exemple, on a vendu un immeuble en Île-de-France qui était vacant depuis quelques temps, qui était vacant depuis 1 an en l'occurrence, et on pensait avoir assez peu de chances de le relouer. C'était un supermarché qui était loué par une grande chaîne de distribution française. On avait des craintes sur la capacité à le relouer. Et donc, on a préféré le vendre. On a fait une petite plus-value. En l'occurrence, c'était quand même quelques centaines de milliers d'euros. On n'a pas fait une très grosse plus-value, mais on a préféré évacuer un risque. Parfois, c'est évacuer un risque, et dans d'autres cas, c'est se dire bah, j'ai tiré profit de cet investissement, et donc bah, je vais essayer de sortir. Ou en tout cas, on va venir nous le demander, on va carrément nous faire une offre. Dans ce cas-là, on va le vendre. Parce qu'en fait, il y a plusieurs moteurs de performance dans une SCPI. Il y a les loyers, on en a un peu parlé. Il y a les plus-values. Et puis, il y a une solution aussi qui est de dire bah, si la valeur de mon patrimoine a progressé, je vais augmenter mon prix de part. Mm. Ça, on l'a fait de manière assez récurrente dans le passé. On augmentait les prix de part. Alors, c'était une bonne nouvelle pour nos partenaires, c'était une bonne nouvelle pour les clients. Sauf que quand on augmente le prix de part, le client, il n'en perçoit pas les fruits. C'est-à-dire qu'il va en percevoir les fruits que quand il va sortir. Et comme c'est un investissement assez long terme, parfois, ce sont les héritiers qui vont percevoir les fruits. On s'est dit, si on arrive à rendre la valeur, la plus-value, si on arrive à la rendre à l'épargnant sur son compte en banque concrètement, eh bien, c'est chez lui et c'est plus, j'allais dire fictif, c'est pas fictif, mais c'est pas ancré dans une valeur virtuelle, dans une sorte de plus-value latente pour les termes plus financiers. Là, Et en plus, ça met un peu de pression sur les dividendes, enfin le pourcentage facial qu'on présente. Exactement, ça peut aussi améliorer, le dividende, ce qui est le cas. Et effectivement, tu réagis au dividende de Quorum Origine qui a amélioré de 0,57. Donc oui, c'est absolument pas neutre. Ça vient améliorer la performance affichée. Puis c'est surtout, ça vient distribuer l'argent sur le compte du client qui le perçoit concrètement. Donc voilà, ici, c'était pour illustrer la valeur créée. En l'occurrence, elle est en moyenne de 22%. L'année dernière, on a cédé, on a vendu pour un peu plus de 117 millions d'euros qui ont permis de dégager 28 millions d'euros de plus-value. Donc une somme relativement importante malgré un contexte qui n'était pas forcément encore hyper favorable sur l'immobilier en Europe. Super. Et je crois que tu as des questions. Oui, il y a des petites questions qui sont intéressantes. Il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je pense que je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Ouais. Et pour l'audience, ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est donc si je saute des questions, c'est que je sais qu'on a les réponses ou l'équipe a les réponses. Et donc, il y aura un mail qui suivra avec le reste des réponses. Donc, peut-être une question très pratico-pratique. Il y a beaucoup d'offres de crédit où on a besoin de prendre une assurance. Est-ce que c'est le cas avec United? Ouais. Avec United, effectivement, il faut prendre une assurance. D'accord. Et l'autre prêt que tu as présenté? Et l'autre, c'est pas obligatoire. Ok. Non, c'est pas obligatoire. Très bien. L'offre United est-elle temporaire ou amenée à durer? Elle est amenée à durer. En tout cas, c'est la façon dont on l'a construite avec United. Donc, elle est amenée effectivement à durer. Okay. Et elle a démarré très récemment. On l'a lancée ensemble, je crois, la semaine dernière. Ouais, c'est tout nouveau. Est-ce qu'il y a des frais de dossier? Donc, ça revient un peu Non, il n'y a pas de frais de dossier. United prête pas de frais de dossier. Non, il n'y a pas de frais de dossier. Est-ce qu'elle est ouverte aux personnes morales? Non, pas à ce stade. C'est pour les particuliers. C'est envisagé ou alors, pas à ce stade. On veut ensemble, avec United, faire évoluer l'offre avec des durées plus longues et d'autres natures de clients. Aujourd'hui, pour faire financer des sociétés, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué et eux ne le font pas encore. Il y a une question, mais je peux y répondre, c'est si on souscrit un crédit, est-ce que la performance in fine va être moindre? Non, parce qu'il n'y a pas d'impact, c'est exactement les mêmes parts. Ouais, et on ne l'a pas dit, mais les intérêts d'emprunt sont déductibles, donc ça va venir minorer, la fiscalité, puisqu'on rentre bientôt dans la période fiscale. Alors, il y a une question, je ne suis pas sûr de comprendre, peut-être que c'est peut-on faire du crédit séquentiel? Année 0, premier crédit, année 3, deuxième crédit, année 6, troisième crédit? J'imagine que oui, du moment que ça passe. Exactement, oui, on peut faire plusieurs dossiers. Non, en effet, oui. Et pour le coup, pour le calcul du montant du prêt, peut-on additionner la capacité d'emprunt plus le loyer perçu?
Alors, United va calculer la Ouais, capacité de remboursement hors d'accord. dividende potentiel Ok. pour ne pas prendre de risque, on va dire, D'accord. sur l'emprunteur. Mais nous, dans notre calcul, enfin, en tout cas, dans chaque situation personnelle, c'est ce qu'il faut Mm, mm, intégrer parce que c'est l'intérêt du mm. crédit. Bien sûr. Euh, nanana, comment savoir si les institutionnels sont positionnés? Voilà. Comment savoir si... Une très bonne question. Comment savoir si les institutionnels sont positionnés ou non sur une SCPI? Alors, il faut poser la question à la société de gestion qui, j'espère, aura l'honnêteté de répondre à celui qui pose la question. Et non, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément ni dans les rapports annuels, ni dans la documentation, qu'elle soit trimestrielle ou semestrielle. Il y a une chose, alors je ne dis pas que je me suis amusé à le faire, mais je l'ai fait pour essayer de chercher quelques informations. Il faut prendre les bulletins trimestriels des sociétés de gestion dans lesquelles vous pourriez investir et vous regardez la taille de la SCPI et le nombre d'associés. Hmm. Et vous regardez ce ratio et vous allez le comparer d'une SCPI à l'autre. Et en fait, plus vous avez un grand nombre d'associés, plus ça illustrera le fait qu'il n'y ait pas ou peu d'institutionnels Hmm. dans la SCPI. Ok. Mais la société de gestion est censée Hmm. vous répondre quand même. Oui, bah, si elle fait bien son travail. Ou le conseiller qui accompagne Hmm. posera la question. Très bien, il nous reste deux questions. Ouais. Et ensuite, on va devoir clôturer. Lors de la vente d'un immeuble, les sommes sont redistribuées aux partenaires ou réinvesties. C'est un petit peu ce que tu disais. Ouais, Si tu alors veux repasser un peu sur... non, c'est le capital, c'est la plus-value, pardon, qui va être Ouais. redistribuée. Quand Mais il y a une plus-value, il y a potentiellement des frais en fonction Mhm. du montant de la plus-value. Mhm. Donc là, il faut se référer à la note d'information de la SCPI qui va détailler ces frais, hein. Mais en l'occurrence, chez Corum, il y a des frais sur les plus-values uniquement quand il y a une plus-value Mhm. de 5%. Ok. On ne gagne pas d'argent si on vend avec Mhm. une moins-value. Mhm. Ça serait Ouais, ouais. enfin, nous, on considère que ça serait le comble. Mais c'est le capital qui, lui, va être réinvesti. C'est-à-dire que si je vends 100, j'ai une plus-value de 20, on va redistribuer les 20, on va dire net de frais de la société de gestion, et les 80, ils vont être réinvestis dans de l'immobilier. Mais c'est forcément réinvesti. Après, si on a opté pour le réinvestissement des dividendes, ça sera réinvesti, Non, non, bien sûr. mais le capital, lui, est réinvesti. Mais du coup, est-ce que c'est statutaire, c'est-à-dire vous êtes obligé ou c'est une politique De redistribuer, pour moi, c'est statutaire. D'accord. De redistribuer la plus-value, Ok. ça, c'est statutaire. Nous, on la redistribue aux pleins propriétaires et aux nus propriétaires. Donc, pour ceux qui étaient connectés dès le début, le nu propriétaire, c'est celui qui accepte de ne pas avoir de revenus. Mais comme là, c'est une distribution de capital, nous, on considère que ça revient au nu propriétaire et pas à l'usufruitier. Ok. Et ensuite, une question, une question un peu d'insider. Une personne qui se pose la question, est-ce qu'il y a pour l'usufruit, est-ce que parmi la liste de SCPI que tu nous as proposé, est-ce qu'il y en a une que tu plébisciterais pour ce cas précis d'usufruit? L'usufruit, non, parce qu'en fait, on a fait un calcul de TRI, donc de taux de rendement interne, en fonction de l'objectif de performance de la SCPI. Et donc, en fait, on a déterminé des clés de répartition. Donc, les clés de répartition, c'est combien je paie la nue propriété, combien je paie l'usufruit. En l'occurrence, si je prends Corum Origine, qui était l'exemple de tout à l'heure, c'était 65% sur la nue propriété et 35% sur l'usufruit, qui font 100. Et en fait, on a déterminé cette clé de répartition en fonction de l'objectif de rendement de la SCPI. Donc, on est censé obtenir un TRI assez similaire d'une SCPI à l'autre. Voilà, sur les 6,50 par exemple de Corum Origine, il faut avoir en tête que l'usufruitier, il a touché 5,93 parce que c'est lui qui y perçoit les dividendes issus des loyers. Sur Corum XL, il a touché 5,30, mais on a mis une clé de répartition qui est différente. Donc, on a ajouté. Là, en l'occurrence, si je prends les objectifs de chacune des SCPI que j'affiche à l'écran, c'est Corum Eurion qui aurait eu le plus d'attrait, parce que Corum Eurion, elle a un objectif initial de 4,5%, ce qu'on l'avait créé en 2019 dans un contexte qui n'était pas du tout le même. Et donc, elle a un objectif de rendement de 4,5%, elle a distribué 5,73. Et là, c'est uniquement du loyer, il n'y a pas encore eu de plus-value. Donc, c'est celle-ci qui a eu le meilleur TRI parce que voilà, on a fait mieux que l'objectif, mais entre le moment où elle s'est lancée et aujourd'hui, il s'est passé Covid, inflation, zéto, crise immobilière. Donc elle a su en tirer profit. Ok. Et la même personne, je considère que c'est la même question, mais promis, ce sera la dernière. Non, avec plaisir. Lesquels proposent la NuPro uniquement? Je pense que toutes proposent Toutes NuPro. entre 3 et 20 ans. Et c'est accessible à tout nouvel investisseur. J'essaie de comprendre la Oui. question, mais oui. Oui, Il n'y a, oui. pas de différence entre les SCPI. Non, Très il bien. n'y a pas de différence. Très bien. Écoute, Baptiste, je n'ai plus qu'à te remercier. Merci Merci à toi. beaucoup pour ton temps, ta présence. Je pense que c'était très,
très didactique avec pas mal d'infos. On a pris le temps d'expliquer l'offre de crédit, de repasser sur toute l'offre Quorum qui est de très bonne qualité. Donc, j'ai plus qu'à te dire bonne soirée, Bonne à très soirée. Et bonne bientôt soirée à toutes et tous. et souhaiter une bonne soirée à tous les téléspectateurs. Donc, on se retrouve, il me semble, dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui, cette fois, parlera plus de private equity. Et bien sûr, bon, ça je le répète à chaque fois, mais vous recevrez par mail le replay, les questions. S'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas eu le temps de passer, il y aura les réponses dans la chaîne d'email et vous recevrez du coup le récap, je dirais, dans les 2-3 prochains jours. Merci beaucoup et bonne soirée.